Top. Bonjour à toutes et à tous, je suis Julien Lopy, secrétaire général de l'ADF. Bonjour à toutes et à tous, je suis Joël Trouillet, secrétaire général de l'ADF. 12e numéro de Questions Expresso avec l'ADF en cette fin de 4e semaine de confinement. Notre objectif, c'est toujours de poursuivre le tour d'horizon des différentes interrogations que vous nous remontez au travers de l'adresse mail mise en place à cette occasion, covid@adf.asso.fr, mais aussi partager avec vous les remontées de différents départements sur la mise en place de la permanence des soins. Mais évidemment, actualité oblige. Aujourd'hui, nous avons un invité important, la personne de Franck Lefebvre. Franck, bonjour. Bonjour Julien, bonjour Joël, heureux d'être avec vous. Bonjour Franck, tu es président de la CAR-CDSF, la Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et des sages-femmes. Donc nous te remercions évidemment d'avoir accepté notre invitation. Le 31 mars dernier, tu as envoyé un communiqué regrettant la désinformation, l'agressivité et la proposition de solutions irréalistes de certains sur les réseaux sociaux face à une question qui revenait sans cesse. Qu'attendez-vous à la Caisse des retraites pour assumer une partie de cette situation de crise avec notre argent, disaient certains, et grâce aux réserves importantes dont vous disposez? Tu as indiqué, bien entendu, en réponse que la Caisse de retraite travaillait sans relâche pour mettre sur pied une aide aux consoeurs et confrères, pour les aider donc à franchir cette période inédite et très compliquée pour tous. Hier, jeudi 9 avril, la CAR-CDSF a publié un communiqué sur les annonces des mesures d'accompagnement pour les cotisants chirurgiens dentistes. Donc, nous allons essayer de les détailler avec toi si tu veux bien. Il y a 2 mesures annoncées, n'est-ce pas, Franck? Bien entendu, je vais vous les développer. J'aimerais simplement dire un petit mot auparavant sur les réseaux sociaux, dans lesquels il y a parfois le meilleur, mais souvent le pire, et ça a été un petit peu ces dernières semaines un défouloir qui n'a pas toujours été bien perçu, notamment par moi-même. Ce qui les caractérise souvent, ces réseaux sociaux, ce sont des billets de confirmation, c'est-à-dire que ceux qui sont sur un réseau pensent au départ la même chose et s'auto-entretiennent dans leur certitude. Ce qui est plus embêtant, c'est quand ils commencent à exiger, à menacer, à lancer des pétitions qui ont d'autant plus de force qu'ils n'y entendent rien. Et ce sont les mêmes, à mon avis, qui vont être peut-être dans les semaines qui viennent, les mouches du coche, qui vont prétendre que c'est leur action qui a fait mettre en œuvre les mesures que nous avons prises. Voilà, c'était une petite digression concernant les réseaux sociaux et ce qu'on avait entendu, mais c'est quelque chose maintenant de marginal. On va oublier toutes ces veines polémiques et on va passer à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire les mesures qui ont été prises. Enfin, on voit que tu as été très affecté par tous ces échanges quand même. Un petit peu, mais bon, si c'est oublié, on passe l'éponge, voilà, on va passer au... Oui, je crois que l'essentiel, c'est de montrer que toute la profession va de l'avant, ensemble, et il n'y a que comme ça qu'on pourra y arriver. Exactement, c'est exactement mon opinion. Donc, ces mesures, ce sont premièrement une aide immédiate de 4 500 € qui sera versée en 3 fois sur 3 mois, avril, mai et juin, à tous les cotisants, ainsi que les cumuls emploi-retraite. Elle sera versée également à ceux qui sont en contentieux avec la Caisse, en pré-contentieux, et ceux en contentieux qui ont un plan d'appurement avec la Caisse. Donc vous voyez qu'on a été quand même assez généreux, parce que même ceux qui ont des difficultés ou qui refusent de payer, à partir du moment où ils ont trouvé un accord avec la Caisse, eh bien, ils pourront bénéficier de cette aide. Oui, vous n'allez pas rajouter des difficultés aux difficultés, voilà. Exactement. Et puis, il y aura encore d'autres moyens pour certains de se faire aider. La deuxième mesure importante, c'est la suspension des cotisations. On avait déjà annoncé la suspension des cotisations pour les mois d'avril et de mai, puisque mars n'avait pas été possible pour des raisons techniques. Donc là, nous suspendons les cotisations pour les 6 mois à venir, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, parce qu'on a considéré que bon, la période des vacances n'était pas la plus propice à se refaire de la trésorerie. C'est une suspension de cotisation. Ces cotisations seront reprises sur 12 mois à cheval sur 2021 et 2022.
en démarrant donc au mois de juillet 2021 pour se terminer au mois de juin 2022. Nous sommes la donc ça veut dire qu'on rattrapera donc une cotisation sur 2 mois, quoi, finalement. sur 2 ans. Sur 2 ans. Hein, ça sera 12 mois. Sur 2 ans. Sur 2 voilà, ans. sur 2 années. Hein. On a estimé bon, qu'il faudra quand même que les cabinets se remettent en ordre de marche. D'un point de vue fiscal, c'est assez intéressant fiscalement, puisque l'année 2020 aura une baisse considérable de revenus pour tous les chirurgiens dentistes. Et la cotisation provisionnelle de 2021, notamment, sera minorée. Et donc, si les cabinets ont repris une activité normale, ça correspondra à peu près à une cotisation normale. Et d'un point de vue fiscal, ça sera évidemment plus intéressant. Concrètement, comment ça va se passer? Est-ce que les confrères et les consoeurs ont des démarches particulières à faire pour bénéficier de ces 2 mesures? Non, tout va être automatique, donc ils n'ont absolument rien à faire. Pour ceux qui sont en prélèvement automatique et dont nous avons toutes les coordonnées bancaires, il y a un certain nombre de praticiens qui continuent à régler avec des chèques, qui continuent à nous faire des virements. Pour cela, il va falloir qu'ils attendent un tout petit peu, pas pour la mesure de suspension des cotisations, mais pour la mesure d'aide, parce que nous n'avons pas à la caisse leurs coordonnées bancaires. Donc, il va falloir qu'ils déposent ces coordonnées bancaires sur le site de la caisse. Le problème, c'est que ça va nécessiter un petit développement informatique qui, pour l'instant, n'est pas opérationnel. Donc, il va falloir qu'ils attendent un peu. Nous les préviendrons dès que sur le site, ça sera possible. C'est pas la peine qu'ils nous envoient quoi que ce soit parce que la caisse est à l'arrêt. Il n'y a plus de personnel dans la caisse. On travaille qu'en télétravail. Donc, ils seront prévenus dès que ce développement informatique sera prêt et qu'on pourra réceptionner leurs coordonnées bancaires pour leur faire ce virement. Très bien. Très bien. Est-ce que l'aide des 4 500 € sera défiscalisée, comme par exemple pour le fonds de solidarité mis en place par le gouvernement? Alors, pour cette aide, nous passons par le fonds d'action sociale, c'est-à-dire que ce sont les régimes qui versent au fonds d'action sociale. À partir de là, c'est théoriquement défiscalisé et sans charge sociale. Mais comme c'est quelque chose d'exceptionnel, on n'est jamais à l'abri, évidemment, que Bercy considère ça comme un abus de droit et nous contre un petit peu sur cette défiscalisation. A priori, ça sera défiscalisé. Il y a un petit risque qui, à mon avis, est très minime. Je ne vois pas le gouvernement aller nous refiscaliser des aides qu'on aura faites ou y remettre des charges sociales. Donc, c'est défiscalisé parce que ça passe par l'action sociale. Tes propos, quelque part, sont en écho avec la question que j'allais te poser. C'est que on imagine que de telles mesures n'ont pas été simples à monter, à réaliser, et que est-ce qu'il y a un risque quelque part que le gouvernement revienne dessus, parce que même si on est une caisse autonome, il y a sans doute des accords de tutelle à obtenir pour mettre en place de tels mécanismes. Alors, il y a deux questions dans ta question. Pas simple, non, ça n'a pas été simple parce que d'abord, entre nous, entre administrateurs, on a dû discuter beaucoup. Nous sommes 20 administrateurs, tout le monde n'était pas d'accord, il y a eu des discussions importantes. Moi, je souhaitais qu'on fasse des propositions fortes, des actions fortes, et je souhaitais également que ça soit encore plus fort grâce à l'unanimité, si c'était possible, du conseil d'administration. Il se trouve que toutes les mesures que nous avons prises ont été votées à l'unanimité du conseil d'administration. Et ça ne se réalise pas comme ça par un claquement de doigts. Je n'ai pas la possibilité d'imposer les votes à qui que ce soit. Donc il a fallu discuter, expliquer, négocier. Chacun a apporté sa pierre. Et au fur et à mesure, ça s'est construit. Et c'est ces mesures que nous avons arbitrées qui ont été retenues. Bien entendu, tu as parlé de la tutelle. Nous sommes un régime de sécurité sociale sous tutelle de l'État. Cette tutelle, elle s'exerce avec plus ou moins elle est plus ou moins forte suivant les situations. J'ai toujours tenu au courant la direction de la sécurité sociale et la tutelle de ce que nous faisions et de ce que nous allions faire.
nous n'avons pas attendu d'avoir un accord formel de la tutelle pour mettre en œuvre ces mesures. Un accord tacite de la tutelle, on l'a compris, c'est un accord tacite. Ils n'ont pas émis de réserve, au départ, ils ont émis quelques réserves, notamment sur ce qui concernait le régime de base, parce que le régime de base, nous n'avons pas la main sur le régime de base. Donc, ils nous ont interrogés sur les fonds que nous allions vendre, sur la pérennité à long terme du régime par rapport à ces mesures. Nous avons essayé de les rassurer, parce qu'on a fait quelque chose de raisonnable, et in fine, la tutelle n'a pas émis une interdiction quelle qu'elle soit. Donc, je lui ai dit encore hier, représentant de la tutelle, que nous allions les mettre en œuvre et qu'on a bien mis dans le communiqué qu'à ce jour, nous n'avions pas l'aval formel de la tutelle. Mais personnellement, je ne pense pas que la tutelle va réagir dans ces circonstances et nous interdire de mettre en place des mesures favorables à nos confrères et à nos consoeurs. Tu dis que c'est des mesures fortes, et je l'entends, hein, bien sûr. Il y en a certains qui vont trouver que c'est très peu, pas assez, hein, évidemment. Hein. Alors, une question, pourquoi l'annulation de l'ensemble des cotisations pendant la période d'arrêt forcé de nos cabinets n'était-elle pas possible? Alors, l'annulation pour 3 raisons. D'abord, par la tutelle qui s'y serait opposée, de toute façon, puisque là, nous n'avons pas la possibilité d'annuler des cotisations. Ça ne fait pas partie de nos prérogatives. Donc là, je pense que la tutelle s'y serait opposée formellement. Deuxièmement, la deuxième raison, c'est que ce ne sont pas des mesures nécessaires. À partir du moment où on reporte les cotisations, les confrères ne paient pas les cotisations. Les annuler, c'était obérer quand même d'une façon beaucoup plus importante le régime sur le long terme. C'était quand même prendre sur les réserves pour payer les cotisations des praticiens. Si la crise perdurait pendant beaucoup plus longtemps et que la situation se dégradait encore, rien n'exclut d'aller vers des mesures comme ça. Mais on peut imaginer que dans quelques mois, notamment en 2021-2022, le Covid-19 sera oublié et qu'on passera à autre chose, que les cabinets travailleront. Et là, il n'y a aucune raison que les praticiens ne cotisent pas, notamment dans ce régime obligatoire, pour y acquérir des points et avoir ensuite une retraite qui sera la plus forte possible par rapport à ce qu'ils auront cotisé. N'oublions pas que ce sont quand même des cotisations déductibles et que concernant notamment le PCV, à chaque euro qu'on cotise, il y a un abondement de la CNAM et donc se priver de cet abondement, c'est un peu faire un cadeau à la CNAM. C'est très clair. La troisième raison, c'est que les praticiens, ils n'ont pas besoin de cadeaux, à mon sens, ils ont besoin d'aide. Et ces aides, on les a définies, mais elles ne sont pas limitées à ça. On va aider les praticiens également d'autres manières. Tous les praticiens qui ont des problèmes particuliers, ils pourront toujours nous solliciter à travers les diverses commissions de notre caisse, et on continuera à aider les praticiens qui en ont besoin, mais individuellement. Alors bien sûr, ça ne va pas être forcément dans l'immédiat, mais on va aider du mieux qu'on peut les praticiens individuellement. Voilà donc les 3 raisons qui font qu'il ne nous a pas semblé nécessaire d'annuler les cotisations. Je pense que tout ça est très clair, Franck. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, un message fort à faire passer de la caisse de retraite? Voilà, il faut savoir que la caisse de retraite et le système en France est un système par répartition, c'est-à-dire que ce sont les cotisations de l'année qui payent les prestations de l'année. C'est le système qui a été mis en place en France à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est un système qui marche, c'est un système qui est résilient et c'est le système qui a choisi la France. On ne peut pas s'y soustraire. Alors, nous avons fait des réserves, effectivement, qui ont été très convoitées. Ces réserves, elles n'ont pas été faites pour mettre de l'argent de côté. Elles ont été faites parce que l'équilibre démographique faisait que pour pouvoir payer les retraites futures avec la bosse démographique du baby-boom, il fallait avoir de l'argent d'avance. Donc, cet argent, il est nécessaire. Si on veut pouvoir payer les retraites de demain, après-demain et ainsi de suite, il va falloir qu'on conserve ces réserves. Donc, on ne peut pas les dilapider
Et ensuite, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Si on ne les a plus, ben, il faudrait augmenter les cotisations ou baisser les prestations. Ce n'est pas le rôle de notre caisse. On fera toujours le maximum, mais il n'est pas question de sortir de ce fameux système par répartition, qui est à mon avis le meilleur système qu'on puisse avoir parce qu'il est très résilient. Merci beaucoup, Franck. Voilà, bon. Je pense, Franck, que tu as fait vraiment le tour de la question. Tu as autre chose à rajouter, non? Non. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait ajouter. Que tu as donné... Surtout être sur l'essentiel. Expliquer que voilà, on est là pour aider. Et je pense qu'on a fait l'essentiel. On pourra toujours avoir des mesures complémentaires le cas échéant si la situation se dégradait encore. Il ne s'agit pas de fermer la porte définitivement, mais je pense, ce que je voulais ajouter, c'est que nous sommes la seule caisse à ce jour à avoir pris des mesures d'une telle ampleur. Aucune autre caisse libérale, ils sont en train de discuter, d'ergoter. Alors, on les a prises aussi rapidement parce que toute notre profession est à l'arrêt. C'est bien clair, on est une des seules professions où aucun praticien ne travaille, donc il y a zéro revenu. Donc, il y avait urgence de le faire, urgence de ne pas se concocter avec les autres caisses, de le faire, pas en franc-tireur, mais de le faire en premier et sans l'aval formel de la tutelle. Mais c'est un choix qu'on a pris et on l'assume complètement. Bon, je pense, Franck, que cette interview va rassurer les confrères. Ta volonté d'aller de l'avant est là. Donc, je la salue. Tu as amené tout l'éclairage nécessaire sur les décisions prises par la CARCDSF. Je pense que tout le monde saluera le courage et le sens des responsabilités des administrateurs de la caisse de retraite pour avoir décidé d'accompagner et d'aider l'ensemble des confrères. Tu l'as dit, et ça va bien au-delà puisque tu prends en compte beaucoup de confrères, même ceux qui étaient dans le besoin, et qui avaient des difficultés de paiement de cotisation. Et ça, c'est à saluer. Et dans ces moments très compliqués, je crois que ce geste sera apprécié des confrères. Je te remercie, Franck, de nous avoir accordé cette interview qui, je pense, rassurera et informera les confrères d'une façon sans ambiguïté. Voilà. C'est moi qui vous remercie, ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Au revoir, Joël, au revoir, Julien. Merci. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir. On poursuit l'émission, Joël, avec de nouvelles questions. Voilà. Donc, nous poursuivons notre émission après cette interview avec une question qui concerne de nouvelles possibilités d'arrêt de travail, Julien, avec versement d'indemnités journalières de l'assurance maladie dans de nouveaux cas de figure qui viennent d'être précisés, je crois. En effet, Joël, on en a parlé dans plusieurs émissions de ces indemnités journalières de l'assurance maladie, que ce soit pour des arrêts de travail ou des arrêts de maladie. On a cité les cas de figure de la garde d'enfants de moins de 16 ans, des femmes enceintes du 3e trimestre, des praticiens qui sont en ALD pour un certain nombre de pathologies à risque qui ont été identifiées, et évidemment pour les praticiens qui ont contracté le Covid ou qui en avaient au moins des symptômes évocateurs. Mais l'assurance maladie vient de rajouter avant-hier, je crois, 2 nouveaux cas de figure en précisant les choses. Ça concerne en fait les professionnels de santé qui souffrent d'une pathologie listée, mais qui sont pas reconnus en ALD. Donc ceux-là ont la possibilité de voir leur médecin pour qu'il établisse, si nécessaire, un arrêt de travail pour éviter qu'ils soient exposés. Et c'est la même chose pour les professionnels de santé qui partagent leur domicile avec un proche à l'état de santé jugé fragile. Là aussi, dans ces cas-là, ils peuvent bénéficier d'un arrêt de travail. Cela a pour but d'éviter que des personnes fragiles contractent la maladie. Donc, c'est 2 nouveaux cas de figure à connaître qui peuvent faire l'objet d'un arrêt de travail directement par leur médecin traitant. Merci Julien. Donc, de nombreuses rumeurs, autres questions circulent et prétendent que les praticiens actuellement en arrêt de travail pour garde d'enfants ne seraient pas couverts par leur RCP s'ils effectuent la régulation téléphonique des prescriptions par mail. Qu'en est-il ? En effet, Joël, il y a une confusion apparemment importante sur ce sujet avec des choses qui sont dites ou entendues ici et là. Il y a une confusion qui vient en fait que les arrêts de travail pour la garde d'enfants de moins de 16 ans, ce ne sont pas des arrêts de maladie au sens du droit positif, ce sont des arrêts de travail. Donc quand on est en maladie, les choses sont claires, on est malade, on ne peut pas travailler et dans ces cas-là, les contrats de garantie de notre RCP ne nous couvrent pas. Ça paraît évident. Cependant,
la consoeur ou le confrère qui est en arrêt de travail pour garde d'enfant, lui peut continuer à assurer la régulation de ses patients, de faire des consultations téléphoniques, des prescriptions par mail, de manière bénévole, puisque le bénévolat, il est lié non pas à des questions de RCP, il est lié à d'autres questions de conflit, éventuellement de toucher des revenus alors qu'on a des indemnités, mais il n'y a aucune restriction possible aux garanties de notre contrat RCP. Bien sûr, à condition. Tu inclus aussi le fait d'assurer des gardes, Julien, et de faire des actes. En fait, si le praticien est de garde. Oui, mais après la difficulté, c'est que normalement, on touche des IJ pour de la garde d'enfants parce qu'on n'a pas de solution de garde. Donc ça paraît compliqué de pouvoir se mettre en situation de faire une garde puisque normalement, on a déclaré qu'on n'avait pas d'autre solution. Alors que rester à la maison en gardant ses enfants, ça n'empêche pas de pouvoir répondre au téléphone à d'éventuels patients, de répondre à des mails et d'envoyer des ordonnances. Donc il faut faire attention aux différentes procédures. Donc quand on est en arrêt de travail, on peut continuer à répondre au téléphone ou envoyer des mails et des ordonnances. On est couvert par la RCP. C'est une analyse qui a été faite et vérifiée notamment par le syndicat des CDF, qui a vérifié ça avec leur partenaire qui est la MACSF, qui est un acteur majeur de la RCP. Donc, il faut clarifier les choses en matière de droit. Donc, là aussi, il serait peut-être nécessaire qu'il y ait une communication claire et rapide de la part de tous les organismes RCP pour clore ce débat, pour bien dire que voilà, il y a quand même deux cas de figure. Il y a ceux qui sont en arrêt de maladie, c'est une chose, mais ceux qui sont en arrêt de travail en est une autre. Et là, dans ce cas-là, ils peuvent bénéficier d'une couverture des RCP pour les ordonnances qu'ils envoient à leurs patients. Parce que sinon, la difficulté, Joël, ça va être que une grosse partie de la profession qui est normale, qui garde ses enfants actuellement parce qu'il n'y a pas d'autre solution de garde, si on les enlève de cette régulation de premier niveau, là, le système risque très vite d'imploser. Donc, attention à la désinformation. Ok. Merci Julien pour ces précisions. Moi, je crois que c'est un sujet sur lequel on reviendra et qui sera précisé au fur et à mesure d'une façon beaucoup plus claire et sans ambiguïté. Exactement. Merci Julien. Pour terminer cette émission, je te propose, comme nous l'avons commencé hier, de poursuivre ce tour d'horizon de l'organisation de la permanence des soins dans les départements. J'ai pu témoigner hier sur la manière dont les choses sont organisées dans mon département du Tarn. Donc, je te propose aujourd'hui de partager avec tout le monde les modalités qui sont mises en place dans ton département des Alpes-Maritimes, qui certes est beaucoup plus important que le mien, et donc ça donnera une autre information sur la façon dont vous procédez. En effet, Joël, donc dans mon département, les Alpes-Maritimes, la population est de plus d'1 million de personnes, donc c'est sûr que les besoins et les appels sont un peu différents et que l'organisation que on a mise en place, on a essayé de l'adapter par rapport à la taille de notre département et à la demande. Donc pour voir et pour savoir comment ça se passe, on s'est mis en place et coordonné sous l'égide évidemment du conseil départemental de l'Ordre des Alpes-Maritimes dès le 19 mars. On a eu en fait l'avantage d'avoir un fort soutien de la mairie de Nice et du maire de Nice en particulier, qui nous a mis en place une cellule de régulation à la mairie de Nice dédiée avec un numéro de téléphone là aussi spécifique qui a été communiqué à tous les confrères, mais qui a aussi été communiqué par les médias et notamment le journal local Nice Matin. Et dans cette cellule de régulation, on nous a mis à disposition un standard téléphonique avec 6 postes de téléphone, des ordinateurs, et donc on réceptionne les appels tous les jours, 7 jours sur 7, de 8h à midi, de 14h à 18h. Et comme il y a de nombreux appels, on a une équipe un peu étoffée, puisqu'il y a chaque jour 4 praticiens régulateurs, un praticien coordinateur et un conseiller ordinal. Donc les régulateurs, évidemment, réceptionnent les appels et remplissent la fiche de traçabilité. Tout est informatisé sur place, donc ils remplissent en ligne, entre guillemets, immédiatement, comme ça tout est archivé. C'est la même chose pour l'envoi des ordonnances. On a fait des ordonnances type avec des menus déroulants. Il y a juste à sélectionner les médicaments en fonction des recommandations qui ont été émises. Le coordinateur, lui, s'occupe de planning des rendez-vous avec les dentistes de garde. Il leur envoie au fur et à mesure le planning qui se remplit et les détails des patients qui ont pris rendez-vous avec leurs coordonnées et puis les symptômes et le diagnostic qui a été établi. Et puis le conseiller ordinal est là sur place pour s'assurer que tout fonctionne bien, pour aussi quand on se rend compte que il y a des praticiens qui jouent pas forcément le jeu de la régulation de premier niveau, il les appelle immédiatement pour leur demander de soit changer leur message téléphonique et d'assurer la mission telle que ça a été défini dans le schéma de permanence des soins. Et chaque jour, on a 4 à 5 chirurgiens dentistes libéraux qui sont de garde
plus un centre soit mutualiste, soit associatif, qui est aussi de garde, et c'est le Conseil de l'ordre qui équipe en équipement de protection et en FFP2 tous ces praticiens qui assument les urgences. Qu'est-ce que ça donne en termes de chiffres? Eh bien, ça correspond en fait un peu à la hauteur de notre département. On a entre 150 et 200 appels par jour à la régulation, la cellule de régulation. On a un pic à peu près 230, des fois même 250 le lundi et le vendredi. On voit que malgré le confinement, la population a gardé ses vieux réflexes en se disant que le week-end, il y a personne, c'est fermé. Donc, ça appelle très fort le vendredi soir et ça appelle très fort le lundi matin à partir de 8 heures. On donne donc 50 rendez-vous par jour en fonction de ces cabinets de garde. Et puis, depuis 3 semaines, les stats sont à peu près les mêmes par rapport aux appels, c'est-à-dire que 30% des appels vont bénéficier de simples conseils et d'être assurés. Environ 40% des appels, ce sera des ordonnances, antalgiques ou antibiotiques évidemment. Et puis 30% d'entre eux, on estime que c'est des vraies urgences. La majorité sont des pulpites, quelques infections un peu plus importantes qui ne cèdent pas, et quelques traumatismes aussi. On a eu quelques enfants, le confinement, les chutes à vélo, les chutes à la maison, on commence à les voir arriver. Et là, comme tu l'as un peu refait remarquer hier dans le Tarn, on a à peu près cette même statistique, c'est-à-dire que 35% des appels qu'on reçoit, on demande à tout le monde s'ils ont contacté leur dentiste, quel est leur nom de leur dentiste traitant, et en fait, 35% d'entre eux ne déclarent pas avoir de dentiste traitant, ne va pas avoir vu un dentiste depuis au moins 5 ans. Et donc, ces fameuses bouches en déshérence que tu as citées, on les retrouve là, et c'est eux qui sont les plus demandeurs de soins urgents. Donc voilà un petit peu l'organisation qui est mise à disposition et qui a été mise en place par le Conseil départemental de l'Ordre dans les Alpes-Maritimes. Oui, on voit que vous avez des moyens peut-être supérieurs à la moyenne des départements français. Peut-être c'est dû à la mairie, comme tu l'as souligné. Bon, oui, on a la chance d'avoir. L'investissement est là. Vous avez tout informatisé. Enfin, vous n'avez pas l'air malheureux dans votre régulation. Non, on est bien organisé. C'est vrai qu'on a eu la chance de bénéficier de l'appui du maire de Nice qui a mis tous les moyens nécessaires à notre disposition. Il suffit que on voit avec ses services et voilà, on était à 4 postes téléphoniques, on est monté à 6. Au bout de 2 semaines, on s'est rendu compte que le papier avec 250 appels par jour, on allait craquer. Donc, il nous a mis à disposition des ordinateurs. Donc, c'est vrai qu'au fur et à mesure, d'une situation de début de crise, on commence à avoir quelque chose d'un peu plus pleinement organisé, parce qu'on se rend compte que c'est un peu parti pour durer. Donc là aussi, il faut adapter le dispositif aux besoins et à la situation. Puis je crois que le report des urgences, petit à petit, ça crée un bouchon. Et donc c'est pour ça qu'il faut envisager aussi d'autres solutions, de mettre peut-être plus de cabinets de garde, d'où ce souci constant du matériel qu'on a évoqué hier. Et c'est pour ça qu'on a fait ces commandes qui peut-être esthétiquement, si je peux dire, ne correspondent pas au goût de tout le monde, mais elles ont le mérite d'exister et d'être dans ce moment où on n'a pas de pays suffisamment en stock, de répondre et de permettre de continuer ce système de garde. Voilà un petit peu ce que je voulais dire, Julien. Bon, je te remercie pour ce témoignage fort intéressant. Donc, nous allons conclure cette émission. Donc, avec cette émission, un premier temps d'information est accompli et nous avons donc imaginé le suivant. Notre émission va devenir bi-hebdomadaire avec une première émission le mardi et la seconde le vendredi à 14h. Bien évidemment, chaque fois que l'actualité le nécessitera, nous créerons et diffuserons une émission spéciale. Nous vous en aviserons alors par mail, mais aussi par tous les réseaux sociaux. Voilà. Donc, je vous dis bon week-end de Pâques à tous. Merci, Julien. Et nous nous retrouvons mardi à 14h pour une nouvelle émission Questions Expresso avec l'ADF. Merci à tous. Bon week-end de Pâques. Merci, Joël. Prenez soin de vous et puis à mardi prochain.